Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, j'accueille une voix qui connaît de l'intérieur ce que vivent beaucoup de collaborateurs, mais dont on ne parle encore trop peu, l'engagement qui brûle, la performance qui fatigue, la passion qui finit par nous dépasser. Christophe Desproges a construit sa carrière dans des environnements exigeants, notamment chez Microsoft, où il a développé des programmes internationaux, formé des équipes, créé des ponts entre les cultures et les métiers. C'est un professionnel reconnu, sociable, bâtisseur de communautés, profondément engagé dans la diversité, l'inclusion, la santé mentale et la sécurité psychologique. Et pourtant, un jour, son corps a dit stop. Un burn-out. Pas un accident, un signal, une transformation. Ce qu'il en a retiré, ce qu'il en a appris, ce qu'il a choisi d'en faire, c'est ce qui rend sa voix essentielle aujourd'hui. Parce que le burn-out ne touche pas les faibles, mais souvent les plus impliqués, les plus sensibles, les plus atypiques, ceux qui donnent sans compter et qui parfois ne trouvent plus leur place dans des organisations qui ne savent pas encore accueillir toute leur intensité. Alors dans cet épisode, on va vraiment parler vrai, vérité, des signaux d'alerte qu'on ne veut pas voir, les comportements que l'entourage repère avant nous, la reconstruction et surtout comment mieux intégrer ces profils atypiques, émotionnellement intelligents, créateurs de liens, pour en faire une force dans nos entreprises. Christophe nous partage son expérience, sa vision et ce qu'il pense que les organisations doivent changer pour devenir réellement humaines, inclusives et capables de préserver celles et ceux qui les font vivre. Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Je suis enchanté de te recevoir, Christophe. Bah, écoute, c'est un grand plaisir, Johan. Moi, je suis très, très content d'être avec toi. Et bien, moi de même. Et en plus, c'est un sujet qui me touche parce moi, j'y suis passé aussi. Donc, et puis, on va parler vrai aujourd'hui. Et c'est super important dans ces sujets. Donc, parce que ça mérite qu'on parle vrai, qu'on parle vraiment de l'envers du décor, de comment on perçoit et on ressent les choses. Et tu le fais très bien. Donc, on a préparé cette émission et on a beaucoup de choses à partager avec les auditeurs. Alors, Christophe, avant de commencer, bon, on se connaît un petit peu, mais il y a des auditeurs qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux rapidement préciser ton parcours, ce qui t'a construit, le fil conducteur de là où tu en es aujourd'hui? Bien sûr. Alors, pour commencer, je suis papa de deux jeunes filles. Une qui a 10 ans, l'autre qui a 18 ans, qui vient d'avoir son permis. Je suis marié depuis 14 ans avec ma femme Karine, que j'ai rencontrée en Irlande il y a une vingtaine d'années, 25 ans même. Je travaille, comme tu l'as dit, hein, chez Microsoft, ça va faire 22 ans. Et j'ai beaucoup bossé, moi, j'ai beaucoup travaillé à l'international en fait. Je viens de le dire, hein, j'ai travaillé en Irlande, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé en Espagne, j'ai travaillé en Afrique du Sud, j'ai travaillé en Israël. Donc j'ai un parcours de globe-trotteur. Je parle aussi plusieurs langues et moi, voilà, le côté linguistique et le côté culturel est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Euh, j'ai été dans ma vie, en fait, je me rends compte maintenant, parce que je vais avoir 57 ans, donc je commence à avoir un petit peu de recul. euh, j'ai beaucoup fonctionné sans me rendre compte avec des opportunités. Par exemple, Microsoft, pour te dire, en fait, j'étais prestataire dans une boîte de formation en région parisienne. Et puis un jour, voilà, on m'a proposé d'aller dépanner une équipe de support d'ingénieurs de Microsoft pendant 3 mois. Et en fait, tu vois, ça fait 22 ans que j'y suis. Et je suis surtout pas, je suis pas un ingénieur hein, de formation du tout. Au contraire, je suis un linguiste. Et j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Et même dans ma carrière chez Microsoft, en fait, je me rends compte que j'ai souvent été
été plutôt. On est venu me chercher pour des rôles, tu vois. Donc, c'est assez drôle. Ce qui est plus compliqué parfois, voilà, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas. Et c'est plus compliqué d'aller faire la démarche inverse, d'aller voir les gens. Mais on essaye. Et je suis, comme tu l'as dit, hein, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Je suis quelqu'un, moi, qui. Alors, je suis fils unique. Et le côté communauté, je pense que c'est pas anecdotique, hein. Depuis même petit, hein, j'ai toujours évidemment eu besoin d'être entouré. À l'époque, j'ai essayé d'être entouré de plus grands d'ailleurs pour apprendre. Et c'est quelque chose qui m'est resté. Euh, dans mon job aujourd'hui, effectivement, je crée des communautés, je gère des communautés. J'ai aussi vécu dans les communautés. Tu vois, j'ai vécu en Israël dans les kibbutz, par exemple. Donc c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et puis le côté évidemment de l'intelligence collective, pour moi, c'est quand même ça doit être une primauté dans ce qu'on fait. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors, dans ton parcours, justement, comment tu es arrivé à t'intéresser on va dire, à l'inclusion, à la santé mentale, et puis à ce parcours-là. Et puis, après, on y reviendra plus en profondeur, mais sur ton burn-out. Mais avant tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à tous ces sujets? Alors, j'ai commencé à m'intéresser en fait à la diversité et l'inclusion. J'étais assez pragmatique, hein. J'ai une maman qui, on va dire, qui est une sorte de rôle modèle qui est beaucoup engagée. Mon papa l'est aussi, mais ma maman était beaucoup engagée sur plein de choses. C'est une aidante, etc. Euh, j'ai deux filles, j'ai une femme, donc à la maison, je suis le seul garçon. Et Mhm. j'ai commencé en fait il y a une dizaine d'années à m'intéresser à la diversité et l'inclusion au sein de Microsoft, justement par le prisme des femmes, hein, la place de la femme dans l'entreprise et dans la société. Et puis allez, je te parle de ça il y a 10 ans, j'étais à peu près le seul garçon, on était très très peu sur ce qu'on appelle les Employee Resource Groups, c'est nos communautés hein, dans les boîtes américaines, donc c'est la communauté de la femme. J'étais un des seuls garçons, ce qui pour moi était une hérésie. Hein, parce que c'était un message que je répétais sans arrêt, c'est comment voulez-vous être au courant et parler de sujets et d'aider les femmes si vous n'êtes pas là à les écouter voilà, dans leurs revendications, etc. Et évidemment dans la discrimination. J'ai commencé comme ça et puis j'avais toujours moi ce côté notamment handicap qui traînait quelque part dans ma tête parce que dans la famille on a notamment j'ai des personnes qui sont atteintes de, de polyarthrite ankylosante par exemple. Tu vois, on a le gène donc moi en théorie je touche du bois mais je suis pas affecté mais j'ai pas mal de personnes qui le sont de ma famille, des cousins, des oncles, etc. Donc, le handicap est toujours traîné dans ma tête. Moi, j'ai des problèmes d'audition depuis tout petit, hein. J'ai été greffé des oreilles et des tympans, etc. Je suis aujourd'hui reconnu comme personne sourde pour une oreille. Je suis appareillé. Donc, j'ai ma RQTH, ma reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc, et il y a à peu près 7 ans, on m'a proposé en fait voilà, de devenir le co-lead. Encore une fois, c'est un mot américain. Donc, le co-responsable, si tu veux, de la communauté handicap chez Microsoft, qui est un des piliers hein, de la diversité et l'inclusion. Et depuis, effectivement, je suis beaucoup plus sur le handicap que sur le reste, mais j'ai aussi aidé à la création, alors humblement, hein, des communautés LGBTQIA+ chez Microsoft. Je reste un allié, on parle beaucoup des alliés chez nous, de la communauté femmes et puis de la communauté famille, etc., etc. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui me touche sincèrement, hein. C'est vraiment pourquoi, on va être très simple, hein, ça touche l'humain. Mhm. Donc pour moi, comme la santé mentale, hein, ça touche l'humain. Donc on tourne autour de ça et j'ai cette besoin, voilà, j'ai ce besoin, pardon, de faire partie de communauté et puis de donner aux autres. Euh, je pense que ça vient de mon éducation de toute façon. Ok. Alors, c'est intéressant, justement, et on va faire le lien aussi avec ben, ce que tu as traversé, justement, ce burn-out. Est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu, nous raconter comment ça s'est construit, parce que c'est un long processus, ça vient pas du jour au lendemain, on se dit, tiens, hop, j'ai un burn-out, c'est un long processus. Et justement, tu en parles très bien de ce processus. Est-ce que tu veux nous le partager, justement, avec les auditeurs? Avec plaisir. Et puis, tu as dit le mot magique, un processus. Euh, Alors, on va revenir en 2016, donc 9 ans, tu vois, j'étais un tout
petit peu dans la diversité et l'inclusion, mais pas beaucoup. On va dire que mon parcours de diversité et inclusion, il a explosé, entre guillemets, après, justement, j'ai eu ce besoin d'engagement. Mm. Alors, 2016, effectivement, on va dire même 2015, 2014, 2015, j'étais dans une équipe américaine, enfin une équipe globale, avec un manager américain qui était assez incroyable, qui me donnait beaucoup d'autonomie. J'avais, comme toute mon équipe, beaucoup de reconnaissance. Alors, on était une petite équipe. On venait de sortir un produit qui aujourd'hui fonctionne très bien, qui était la tablette Surface Microsoft. Mais à l'époque, voilà, on était les pionniers, on avait créé tout le support pour nos clients, etc. Je voyageais beaucoup. Alors, je faisais pas les grands voyages, hein, j'étais principalement en Europe. Mon équipe, quand même, était une fois par an, on arrivait à se retrouver une ou deux fois par an aux États-Unis. Donc ça, c'était toujours assez génial parce qu'on avait, voilà, on venait d'un petit peu partout, hein. Moi, j'avais des collègues qui venaient d'Asie, etc. Donc c'était notre moment où on privilégié, où on partageait sur le boulot et puis sur le reste, hein. C'était une époque bien avant le télétravail, hein. Mm. Et voilà, tout se passait très bien. Moi, j'avais énormément de reconnaissance. Et puis un jour, bah, mon responsable vient me voir et me dit, on avait notre one-to-one, donc notre entretien hebdomadaire, tous les deux. Il me dit, Christophe, j'ai deux nouvelles à t'annoncer. La première, c'est que je vais quitter l'entreprise. Alors, j'étais un petit peu surpris, un petit peu déçu, évidemment, parce que c'était devenu en plus quelqu'un d'assez proche. Tu vois, c'est rigolo, mais c'est un Américain qui, lors de notre première discussion au téléphone, m'avait dit, écoute Christophe, je suis 100% américain, je suis très centré sur la... J'ai pas beaucoup voyagé, je suis quasiment pas sorti de mon état de Washington. Donc Washington, attention, l'état de Washington, c'est Seattle, hein, c'est À l'autre, ouais, en dessous de Vancouver, ouais. voilà, nord-ouest. Euh, et j'aimerais que justement que tu m'ouvres sur le monde. Tu vois, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant Mm. d'entendre ça de la part d'un Américain. Et effectivement, on a beaucoup parlé voilà, de la culture, de l'Europe, etc., etc. Et donc, il me dit, voilà, je quitte l'entreprise, je vais chez Apple. Alors là, j'avais les boules. Parce que, bon, c'était la private joke tous les deux, on a bien rigolé. Je dis, comment ça, tu vas chez la concurrence? Il dit, bah oui, j'ai une belle offre, etc. Je dis, bah écoute, tant mieux. Il me dit, par contre, il y a une deuxième nouvelle, c'est que notre organisation, là, on était une petite organisation, va être démantelée et on va être attaché à une autre plus grosse organisation. Et puis évidemment, le jour où je partirai, bah, tu vas te retrouver avec un nouveau manager. Donc, pas mal de petits changements comme ça. Les jours se suivent, les semaines se suivent. Donc au départ, évidemment, aucun changement. Et puis Eric part. Je me retrouve avec un nouveau manager dans une ancienne organisation, dans une grosse organisation, pardon. Et le paradoxe, c'était mon ancienne organisation, tu vois. Mais en 3-4 ans, elle avait énormément changé. La direction avait changé, les managers avaient changé, même l'environnement et ce qu'on appelle le scope du travail avait changé. Donc je me retrouve avec mon manager, je le rencontre. Alors je le connaissais un tout petit peu, j'avais eu affaire à lui pour des choses dans le passé. Euh, et je me retrouve en fait avec un manager anglais. Alors j'ai rien du tout contre les Anglais, hein. J'ai habité en Angleterre, j'adore l'Angleterre, j'ai plein d'amis en Angleterre. Et je me retrouve donc à Reading, c'est la maison, enfin oui, c'est le siège de Microsoft en Angleterre. Et puis je le rencontre, je rencontre mon équipe. euh, Beaucoup d'anglais. Alors, en plus, c'était particulier, c'est qu'il y avait une grosse partie de l'équipe en fait qui, qui suivait ce manager depuis des années chez Microsoft. Et résultat, ils étaient assis à côté, tu vois. Et moi, je faisais partie du reste de l'équipe qui était à distance. Donc déjà, il y avait un décalage. Et très très vite, j'ai compris que c'était un manager différent, très très disruptif, qui nous parlait. Alors, j'ai beaucoup appris, tu vois, qui nous parlait. C'est lui qui m'a initié sur les TED Talks, Simon Sinek, tous ces gens-là Ah, qui travaillent sur la culture du travail, etc. Mais aussi, c'était très disruptif parce qu'en fait, il fallait aussi fonctionner un petit peu à sa façon, tu vois, qui était vraiment différente. Et puis très très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, si j'allais pas dans son sens, et puis encore une fois, moi j'avais pas la chance d'être à côté de lui, donc tout se passait au téléphone alors que les autres étaient à côté de lui. Si ça allait pas dans son sens, bah, il me le reprochait. Alors je pense sincèrement, de façon très honnête, qu'il voulait m'aider à être au niveau, entre guillemets, mhm. ses attentes. Euh, il faut bien comprendre que moi, c'était pas un choix. Tu vois, j'avais pas changé, j'avais pas décidé de changer de manager parce qu'en plus, tout d'un coup, je changeais de rôle. Tu vois, j'avais une partie Ah du oui. rôle qui était toujours le même, mais
mon rôle s'était amplifié, etc. Mais la charge de travail et le scope du travail avait changé. Et très très vite, bah voilà, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui me micromanageait. Alors probablement pour mon bien, entre guillemets. Euh, et ça a duré des semaines, des mois. Il faut comprendre qu'aussi c'était une période en fait où je voyageais en permanence. Donc la fatigue s'accumule. Mhm. Je me retrouve à dormir dans des hôtels, à être dans des aéroports avec tous les aléas, hein. Alors Décalage horaire. les décalages. Alors pas trop parce que c'était beaucoup en Europe, mais Oh. c'était plus le côté, bah voilà, tu quittes la famille quelques jours. Euh, Moi, j'ai pas eu de chance parce que souvent, c'est l'époque où il y avait beaucoup de grèves. Donc, tu vois, tu te retrouves dans les aéroports n'importe où en Europe. Bah voilà, tu es tout seul dans un aéroport un dimanche soir à 22 heures à 23 heures à pas savoir où tu vas dormir parce que tu n'as pas d'avion, etc. Euh, voilà, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, au fur et à mesure, mon sommeil commence à être forcément perturbé. Alors, j'ai jamais eu trop de problèmes d'endormissement. Tu vois, j'ai Mhm. toujours réussi à m'endormir. Mais très, très vite sont venues les insomnies où je me réveillais la nuit vers 3 4 heures du mat. C'est assez symptomatique. Et puis, à ce moment-là, tu as les yeux grands ouverts dans ton lit. Et puis, tu as le cerveau qui commence à partir en mode alors voilà, je vais commencer à préparer ma réunion pour demain matin. Mhm. Qu'est-ce que je vais écrire comme email, etc., etc. Il faut savoir qu'à un moment donné, j'ai un de mes collègues qui me demandait de relire mes emails, donc certainement sur l'injonction de mon manager, tu vois, parce que ils estimaient que mes mails n'avaient ni queue ni sens et que on lisait mes mails et qu'on comprenait pas. Enfin bon, c'était ce genre de choses. Et donc voilà, en pleine nuit, tu vois, j'étais déjà à prévoir le mail que j'allais écrire, etc. C'est aussi une période où on avait une petite Ava qui a aujourd'hui 10 ans, bah, qui était toute petite, donc avec les nuits qui étaient déjà fragmentées quand j'étais à la maison. Et puis j'ai commencé forcément bah, à être de plus en plus irritable. Alors au départ dans la sphère professionnelle, je m'énervais pour un rien. Malheureusement, tu comprendras bien que la distance, enfin qu'il n'y a pas de séparation, enfin, ça j'y crois certainement pas hein, entre le perso et le pro. Donc Eh oui. voilà, donc j'ai commencé à être irritable à la maison, hein, évidemment, à crier sur tout le monde. Ma femme ne me reconnaissait pas, mais j'arrivais vraiment pas à me contrôler. J'ai commencé ensuite à avoir des maux différents, hein, MAUX. Alors, beaucoup de problèmes au niveau des épaules, des lombaires, au niveau des trapèzes. Euh, j'ai pas eu de problème de poids, ça c'est. Voilà, mes problèmes ORL se sont exacerbés. Moi, j'ai aussi un problème de. Alors, je t'ai parlé des tympans, mais j'ai aussi un problème de trompe de Stache, hein. C'est au niveau du Ah nez, ouais. entre guillemets. Et moi, j'avais une pression un petit peu comme quand tu prends l'avion, mais j'avais cette pression au niveau des tympans en permanence. Et ce qui occasionnait, en fait, si tu veux, au niveau de mes tympans, ça faisait comme des bulles. Et c'est comme si le tympan allait exploser, mais évidemment, il ne pouvait pas exploser. Donc, cortisone, aérosol, ça a duré des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, jusqu'au moment où on a compris que c'était. Alors, oui, il y avait un dérèglement, mais il y avait évidemment le stress. Mhm. J'ai eu ça. J'ai eu. Et là, au niveau du cognitif, j'ai commencé à faire des erreurs. Tu vois, alors, déjà, je mettais beaucoup plus de temps à faire la tâche la plus simple qui soit. Et puis, j'ai commencé à faire des bêtises au niveau du boulot. Tu vois, envoyer des mauvais fichiers aux mauvais prestataires, etc. Donc, ce qui a occasionné quand même des gros problèmes dans, dans, dans l'organisation. Et puis, est arrivé un jour, hein, est arrivé un jour où c'est un matin, comme ça, un mardi, donc le 7 juin 2016, donc ça faisait un bout de temps que ça durait, bien entendu, hein, mais personne n'avait mis le mot. En plus, 2016, on n'en Ouais, parlait on pas parlait beaucoup, pas de hein. ça. Ouais, Ouais, on n'en très parlait peu. pas beaucoup. Moi, je connaissais pas, de toute façon, la santé mentale, c'est pas un sujet que je connaissais. Et puis, ben, je me suis réveillé le matin, donc encore plus fatigué que la veille, donc ça, c'est un des vrais signaux faibles, un des vrais symptômes, hein. J'ai emmené ma fille à pied chez sa nounou. Je suis rentré à la maison, alors j'avais deux, trois emails à faire. Et après, il fallait que je parte au bureau parce que j'avais mon entretien de fin d'année avec ma N+2, donc la manager de mon manager. C'était à distance, mais j'avais décidé d'aller au bureau ce jour-là, comme je faisais pas mal à l'époque. Et puis, bah, je me retrouve en fait devant mon clavier, bah, au même endroit qu'aujourd'hui, à vouloir écrire ce message, les doigts sur le clavier, et en fait, bah, j'ai très vite compris que j'arrivais pas à écrire. J'ai rien ne sortait. Je savais ce que j'avais à écrire, je savais l'email à qui je devais l'envoyer, etc. Mais j'ai bien compris qu'il se passait quelque chose. Alors, ma réponse, elle était simple. J'ai éteint mon ordinateur, j'ai mis dans mon sac et je suis parti au bureau. Tout en me disant, oui, bon, bah, je sais pas ce qui se passe, mais t'es fatigué. Bon, je me rappelle la veille, je m'étais déjà énervé. Enfin, j'avais pété un câble au boulot déjà. Enfin, donc, je savais que j'étais fatigué, j'étais énervé, etc. Donc, j'arrive au bureau. La bonne nouvelle, c'est que j'avais pas pris la voiture, donc j'étais au moins en transport, donc j'étais plus sécure pour moi et pour les autres. Et puis, bah voilà,
je me connecte et puis ma directrice à l'époque me dit bonjour. Puis ça parlait un français, elle est irlandaise, elle m'a parlé un super français. Bonjour, comment ça va? Et là, blocage. C'est que j'ai jamais pu lui répondre et j'ai explosé en pleurs. Et vu qu'on se parlait très très peu, c'était ma directrice, elle a essayé de chercher à comprendre ce qui se passait, m'a posé des questions, j'ai jamais su répondre. Et au bout de quelques instants, elle m'a simplement dit, bon Christophe, je ne sais pas ce qui se passe. S'il te plaît, rentre chez toi, appelle ton médecin, prends soin de toi, appelle la ligne téléphonique, parce qu'on a une ligne téléphonique de psychologue du travail, et Mhm. puis tu nous tiens au courant. Et là, j'étais toujours en pleurs, hein, j'ai fait j'ai remis mon laptop, enfin ma tablette Surface d'ailleurs, dans mon sac, et puis j'ai traversé l'open space, et puis là, des personnes m'ont croisé, et je l'ai su, je ne me rappelais pas, hein. De toute façon, c'est des gens qui me l'ont dit des mois plus tard, toujours en pleurs, qui m'ont arrêté dans les couloirs en essayant de comprendre ce qui se passait. Je ne me rappelle pas, je me rappelle être descendu à pied, je me suis retrouvé face au bâtiment, j'ai appelé bah, ma femme pour lui expliquer, mes parents, tout le monde était vraiment incrédule. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin le lendemain matin, et puis je suis rentré chez moi. Et ça, c'est assez symptomatique pour te dire, j'ai quand même réussi à me perdre en transport, tu vois, le truc, Mhm. faute d'inattention, tu vois, j'ai pris le mauvais train, etc. Alors que c'est un trajet que je faisais depuis des années, des années, des années. Je suis arrivé à la maison, donc forcément pas bien. Ma femme a essayé de parler, j'étais incapable de parler. Et le lendemain matin, j'ai rendez-vous chez mon médecin traitant, ça c'est important, médecin qui me connaissait déjà depuis au moins une dizaine d'années. Il me dit, bah alors Christophe, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais demandé à le voir en urgence. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et pareil, impossible de parler, j'ai explosé en pleurs. Et il m'a posé des questions. Il a regardé aussi certainement l'écran avec mon dossier médical, tu vois, et il a compris Mhm. que ça faisait des mois que je venais le voir pour des problèmes d'oreille, des problèmes de ventre, parce que j'ai forcément des maux de ventre, des problèmes gastriques, des problèmes de le cervical, le dos bloqué, enfin, toute la palanquée en fait de ce qui s'est avéré être des signaux que mon corps m'envoyait. Et puis très rapidement, il m'a dit, écoute Christophe, tu es en burn-out. Donc encore une fois, hein, remettez-vous dans le contexte, 2016, on n'en parlait pas. J'ai eu C'est la chance clair. d'avoir quelqu'un qui connaissait un petit peu, parce que je pense qu'il avait eu des patients qui étaient passés par là. Donc il m'a arrêté. Euh, il m'a mis à l'époque, il m'a donné des cachets pour dormir. De toute façon, je crois que c'est des anxiolytiques hein, au départ, que j'ai pris volontiers. Et puis, en même temps, je voyais mon ORL pour ses problèmes d'oreille et de trompe de Stache. Je lui ai parlé de mes problèmes de stress. Il m'a dit, écoutez, il y a probablement, vu que médicalement on n'arrive à rien à faire, il y a probablement quelque chose au niveau du stress. Je vous conseillerais de faire de la sophrologie. Et donc, pareil, j'ai commencé un protocole avec une sophrologue assez extraordinaire et elle m'a accompagné en fait pendant des mois et des mois. Et voilà, c'était un long début hein, où j'ai passé beaucoup de temps sur le canapé entre, entre la télé. Heureusement, il faisait beau, donc j'étais beaucoup dehors dans le jardin. J'ai essayé de bricoler. J'avais ce côté de enfin, besoin de faire quelque chose de mes mains. C'est assez symptomatique aussi des personnes qui sont en burn-out. Et alors, ma femme était contente parce que j'ai tout décapé les volets. J'ai repeint, mais alors un rythme évidemment d'escargot hein, parce que je dormais, je faisais des trucs, etc. Mais ouais, ça a été une bonne descente et puis il a fallu un certain temps. Et au niveau des signaux faibles, parce que là, c'est un processus qui s'étale, est-ce que ton entourage, ta famille, euh, ont détecté des signaux faibles, justement, des changements de comportement? Est-ce qu'ils t'en ont parlé? Et sur le moment, comment tu as vécu, justement, si t'en ont parlé, comment tu as vécu ça? Bah, vraiment, alors les médecins me parlaient de effectivement tous les problèmes ORL, etc. Tu vois, maintenant, encore une fois, moi, c'est des problèmes que j'ai depuis tout petit, Eh depuis oui. bébé, hein. Pour te donner une idée, j'ai fait ma première otite à 3 semaines. Mm. Et j'en rigole, mais je suis né enrhumé, c'est-à-dire que je suis comme tous les enfants en bonne santé, ben, j'ai crié tout de suite, donc ça c'était la bonne nouvelle. Hein, j'ai pleuré tout de suite. Par contre, quelques instants après, j'ai éternué. Tu vois, et je le dis en rigolant, mais c'est vrai que je suis né enrhumé. Après, ça a été otite, et puis j'ai tout un passif de cure thermale pour les oreilles. Enfin, bon, ça a été assez compliqué. Donc,
mes médecins voyaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau des oreilles, etc., au niveau du nez, mais ils arrivaient pas à l'époque à régler. Tu vois, on a Mhm. tout essayé, hein, antibiotiques, cortisone, aérosol, machin truc. Et puis, voilà, ça c'est le côté médical. Et puis ma femme, bah, elle comprenait pas. Elle comprenait pas parce que elle voyait bien que la nuit, je dormais pas bien. Et ce qu'elle voyait surtout, c'est que je m'énervais pour un rien. Mais elle me reconnaissait pas. Mais on n'en parlait pas beaucoup. Et de toute façon, je pense que quand elle voulait m'en parler, je m'énervais. Donc, Ok. tu vois, les signaux faibles, ils étaient là. Elle voyait bien qu'il se passait quelque chose. Euh, et même après, hein, même quand il y a le diagnostic du burn-out, de toute façon, elle comprenait pas parce que, bah, évidemment, les gens n'étaient pas formés. Enfin, ils ne sont pas formés, bien entendu. Et puis, il y avait tellement peu d'informations qui circulaient sur les réseaux. Et on en a parlé il n'y a pas très longtemps, lors d'une émission télé où elle était là à mes côtés. Et elle a d'ailleurs dit elle avait été voir. On a le même médecin, donc elle avait été le voir et pour avoir des pistes, tu vois, de qu'est-ce Mhm. qui se passe avec Christophe, parce que je ne le reconnais pas, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et il lui a dit clairement, écoutez, je ne peux pas vraiment vous aider parce que chaque personne est différente, bien entendu. Donc chaque burn-out, et ça c'est un vrai message, chaque burn-out est différent de toute façon, même s'il peut y avoir des similitudes dans les signaux faibles et les symptômes. Mais en tant qu'aidante, parce finalement elle s'est retrouvée en tant qu'aidante quelques mois, bah, c'était super compliqué. Et ça, c'est un vrai travail aujourd'hui qu'on essaye de faire, notamment avec des associations, c'est Mhm. d'équiper en fait les conjoints et les conjointes, hein, et les familles à entourer les personnes qui ont voilà, qui tout d'un coup se retrouvent avec un problème de santé mentale du jour au lendemain, entre guillemets. Et ouais, c'est difficile à gérer pour l'environnement parce qu'on n'est pas préparé. Des fois, on ne sait pas en fait euh, comment prendre ces signaux en fait, hein, donc. Il y a le côté, c'est est-ce que je lui mets un coup de pied aux fesses? Est-ce que je le laisse comme ça? Alors, ma femme est quand même quelqu'un d'assez énergie, donc elle essayait de me mettre des petits coups de pied aux fesses, tu vois. Mhm. Donc, au départ, voilà, je suis sorti il y a 5 minutes. En plus, moi, j'ai une chance, c'est que je vis au bord d'une forêt. Donc, elle dit, va te promener, je sais pas, sors de là, quoi. Alors, je suis parti 2 minutes, 5 minutes, 3 minutes. Et maintenant, tu sais, on en a parlé, qu'on a préparé. Encore ce matin, d'ailleurs, j'ai marché 1 heure et demie avant d'aller travailler, tu vois. Donc, mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Ça a Oui, été, oui. c'est cette notion de processus, hein, de avant, après. Hein, la période qu'on appelle la période de burn-in, avant de tomber, avant le jour J où tu tombes en burn-out, et puis après. Et tu vois, ça fait 9 ans, mais je continue à faire attention. J'ai une vraie hygiène de vie aujourd'hui, euh, avec voilà, les choses qui me font du bien. J'ai compris qu'ils me faisaient du bien. Et parce que je sais que ça peut arriver à nouveau, et ça a failli arriver à nouveau. Mhm. Alors, tu vois, j'aimerais bien aussi partager avec toi et avoir ton avis. Souvent, le burn-out s'associe à une faiblesse. Et dans l'inconscient collectif, alors même encore aujourd'hui, hein, je parle même pas d'il y a 10 ans, mais même encore aujourd'hui, on se dit, bon, ben, c'est quelqu'un qui, bon, il se cache derrière le burn-out et puis en fait, il veut pas en faire une. Voilà, il y a un peu de procrastination, etc. Et il y a des idées préconçues là-dessus. Et paradoxalement, tu as des salariés qui sont hyper engagés, consciencieux et qui tombent. Et qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce qu'il y a un peu des idées préconçues autour du burn-out et de la faiblesse associée au burn-out? Énormément, et ça, c'est un paradigme que nous, alors, avec Marc, qui est un ami avec qui on a créé le club des burn-out et des bienveilleurs, qui est aujourd'hui une asso, et toutes les autres assos qu'on côtoie au quotidien, c'est un paradigme qu'on essaie de changer. Parce que ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Le premier préjugé, c'est que la personne qui est en burn-out est une personne faible. Alors oui, elle est tombée. Ça, c'est une certitude. Mais pourquoi elle est tombée? Tu l'as dit aussi, parce que c'est la personne la plus engagée. C'est aussi potentiellement la personne qui est toujours prête à aider les autres, à Mhm. prendre un petit peu de leur charge de travail, à toujours accepter les challenges. Il peut y avoir aussi, et je pense qu'on en parlera après, des traits liés à la neurodiversité, par exemple. Mais Mhm. voilà, c'est des personnes hyper engagées. Et nous, tu l'as dit toi-même, hein, le modèle, enfin le paradigme qu'on essaye de faire comprendre aux entreprises, même à l'intérieur de la nôtre, où on a cette chance de pouvoir sensibiliser au quotidien, c'est que la personne qui est tombée en burn-out, qui s'est consumée de l'intérieur, c'est justement la personne forte, qui était très très forte, puisqu'elle acceptait beaucoup de choses que les autres n'acceptaient pas, et qui, finalement ne s'est pas écoutée, n'a pas réussi à s'arrêter à temps et qui est tombée. Donc ça, c'est vraiment la,
Et je l'entends, hein, je l'entends au quotidien. Oui, c'est une personne faible. Non, c'est l'inverse. La personne qui est concrètement, euh, alors là, je vais généraliser, je vais exagérer le trait, qui est plan-plan, qui fait ses 9h, 17h, qui fait son petit boulot, mais qui ne fait pas autre chose, etc., qui n'accepte pas de tâches supplémentaires, de projets supplémentaires, il y a très peu de chances qu'elle tombe en burn-out. Elle peut tomber, par exemple, en bore-out, c'est autre chose, hein, Mhm. mais pas en burn-out, parce que voilà, c'est les personnes engagées et seulement les personnes engagées, encore une fois, je pousse le trait, qui vont tomber en burn-out. Ok. Alors justement, c'est intéressant parce que tu fais le lien, tu as parlé de la neurodiversité. Alors, je prends toute précaution parce que c'est beaucoup galvaudé, etc. Mais c'est pour que chacun, que les auditeurs comprennent un petit peu l'idée. Il y a de plus en plus de profils atypiques, des hypersensibles, qui ont un système de pensée qui est un peu différent, avec un pensée en arborescence, des hauts potentiels, des HPE, HPI, etc. C'est de plus en plus mesuré. Mais du coup, quel lien tu fais avec ces profils de personnes et la notion de burn-out? Alors, c'est super intéressant. En plus, on a fait une conférence il y a quelques jours avec le club et une médecin spécialisée en burn-out, organisée dans un cadre neurodiversité. Mhm. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur la neurodiversité, donc qui sont sur le spectre de l'autisme, donc le TSA, qui sont HPI, qui sont HQI, qui ont des troubles de l'attention avec ou pas hyperactivité. Il y a beaucoup de personnes qui se font diagnostiquer suite à leur burn-out d'ailleurs. Tu vois, Eh oui. parce que voilà, avec les interactions avec le psychologue ou le psychiatre, il va dire bon, ça serait bien qu'on aille voir un petit peu ailleurs parce qu'il y a des choses qui me font dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de vraies études, au moins en France, qui font un lien de causalité entre la neurodiversité et le burn-out. Maintenant, on sait très bien, nous on le constate hein, avec Marc, dans nos interactions, avec les gens autour de nous, les gens, voilà, les gens du terrain, entre guillemets, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont sur la neurodiversité, qui font des burn-out. Parce qu'effectivement, elles ont alors là, encore une fois, je généralise et puis on risque de me tomber dessus, mais il y a tous ces traits qui font que, tu vois, des problèmes dans la vie sociale, des décalages avec les autres, parce que voilà, on est dans un monde qui est créé par des neurotypiques, des personnes qui n'ont aucune neurodiversité, et c'est pas évident au Mhm. quotidien. Ça crée énormément de fatigue pour les personnes qui font des TDAH. Tu vois, je vais donner un exemple. J'ai croisé hier une copine qui a un TSA et qui est sur la TDAH. On s'est croisé il y a un mois. Elle me dit ça va pas du tout. Je suis en train de replonger, etc. Hier, elle me dit ça va bien. Et voilà, il y a tous ces facteurs qui font que c'est pas évident dans le milieu du travail, dans la société aujourd'hui, etc. Euh, Encore une fois, il n'y a pas d'études, mais on voit qu'il y a effectivement des corrélations. Alors, attention, toutes les personnes qui sont sur la neurodiversité ne vont pas tomber en burn-out, Bien hein. sûr. Par contre, beaucoup de personnes qui sont en burn-out peuvent être issues de la neurodiversité. Et puis après, il faut aussi comprendre que, il y a des traits communs. Tu vois, on parlait des personnes surengagées, des personnes qui, voilà, qui ont une pensée. Tu as parlé de la notion de cerveau avec une arborescence différente, etc. Voilà, il peut y avoir des personnes neurotypiques, voilà, qui sont des personnes perfectionnistes, hein, euh, qui est un des traits, par exemple, de certaines personnes sur la neurodiversité, qui peuvent aussi tomber. Donc, c'est un sujet passionnant parce que voilà, il y a encore tellement de choses à faire et à dire. Pour être un peu provocateur, et j'ai écouté un podcast il y a quelques jours qui disait qu'il y a pas encore d'études parce que peut-être que ça rapporterait pas assez de sous de lancer ces études-là, alors que je pense que ça serait quand même vachement salvateur parce qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont sur la neurodiversité, qui comprennent pas pourquoi Mm. justement elles tombent, etc., etc. Et puis voilà, c'est comme le burn-out, il faut pas avoir peur de la neurodiversité, il faut potentiellement, alors ça c'est un truc important, c'est potentiellement voir le diagnostic pas comme étant la solution, mais plutôt, moi, j'ai pas mal de gens autour de moi qui ont été diagnostiqués HPI, HQI, TDAH, ce que tu veux. Ça leur a apporté en fait des grilles de lecture, tu vois, des boîtes à outils. Mhm. Euh, et ça les aide énormément. Et c'est d'ailleurs, il y a beaucoup, je te l'ai dit, hein, il y a beaucoup de personnes qui se font diagnostiquer après leur burn-out, et ce qui leur permet de comprendre
pourquoi elles réagissent comme ça, pourquoi elles ont réagi comme ça à l'époque, pourquoi elles ont agi comme ça, etc., etc. Donc c'est vraiment moi j'aime beaucoup cette notion de voilà de grille de lecture ou de boîte à outils. Ça leur donne des billes. Et puis si on parle de la neurodiversité, parce que moi dans mon entreprise on en parle beaucoup, on fait beaucoup de choses aussi avec la communauté que je co-gère. Euh, on a fait il n'y a pas très longtemps un événement et il y avait quelque chose d'assez remarquable de la part de notre petite victime neurodiversité. Euh, Elles ont vraiment montré, en fait, parce qu'on parle toujours de la neurodiversité comme ceci, cela, etc. Tu sais, c'est comme la bienveillance, on en parle beaucoup, des fois en méconnaissance de cause. Et en fait, ils expliquaient concrètement les avantages que ça avait pour les équipes et pour les entreprises. Hein, voilà, Mm, ce côté, ils pensent, encore une fois, je suis désolé, hein, un anglicisme, out of the box, et ils pensent en dehors mm. des conventions, etc. Ils vont dire, tiens, ça n'a pas marché, bah, peut-être qu'on pourrait faire comme ça. Ah, mais non, ça ne peut pas marcher, mais est-ce qu'on a essayé? Non. Donc, ils ont ce petit côté un petit peu disruptif, et justement, ce petit côté disruptif, quand il n'est pas écouté, tu vois, à plus Oui. longtemps, hein. Rappelez-vous du processus. Le burn-out est un processus à long cours. On est dans la chronicité, un stress chronique, un hyperstress chronique, etc. Quand les personnes, sur la neurodiversité notamment, on les écoute pas, elles se fatiguent, elles se fatiguent, elles se fatiguent, elles se fatiguent, elles se fatiguent. Elles essayent de compenser, elles essayent de masquer leurs différences, et à partir de là, bah, malheureusement, un jour, ça éclate. Ça explose. Moi, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui sont issues de la neurodiversité, qui n'ont pas fait un, mais deux, trois, quatre, cinq burn-out. Parce que justement, elles ont tous ces schémas qui les ont menés malheureusement à l'épuisement. Et c'est super compliqué. Est-ce que tu crois que les organisations sont prêtes aujourd'hui ou suffisamment matures pour intégrer des profils neuroatypiques? Parce qu'on entend de plus en plus, dans une démarche de communication externe, aussi pour faire de la valorisation et travailler sur la marque employeur, on veut se tourner vers les profils neuroatypiques. Mais est-ce que réellement les organisations, dans leur modèle de rapport au travail, dans leur système d'organisation, est-ce qu'elles sont prêtes à accueillir des talents qui vont un petit peu, comment dire, comment je pourrais dire ça, les challenger sur leur propre vision du travail? Est-ce que tu crois qu'elles sont prêtes? C'est compliqué. Euh, je vois sincèrement autour de moi des entreprises qui passent qui le font. Tu vois, il y a vraiment des grosses entreprises qui le font. Alors après, moi, je suis pas trop dans tu vois, les PME, TPE. Je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais dans les grosses boîtes que je côtoie au quotidien, il y a des gros progrès. Il y a énormément à faire encore parce que c'est comme le burn-out, hein, d'ailleurs, hein, toujours pareil, hein. La méconnaissance. Euh, et puis ce côté, ouais, mais il se dit neurodivers parce que ça l'arrange bien, etc., etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de méconnaissances. Et il y a donc un vrai travail de sensibilisation, d'explication. Et c'est là où justement, comme sur le burn-out encore une fois, comme sur tous les pans de la santé mentale d'ailleurs, moi j'invite les gens, comme sur le handicap, hein. Moi j'ai Mm. parlé de mon handicap très rapidement. Alors pour moi c'était facile parce que j'avais déjà parlé du burn-out. Si tu peux parler du burn-out en entreprise, tu peux parler de ta surdité, il n'y a pas de problème normalement. Oui. Mais et il n'y a pas de stigmatisation. Je ne demande pas à tout le monde de le faire. Par contre, les personnes qui ont le courage et la volonté de le faire, eh ben, ils ouvrent des voies. Ils ouvrent des voies et ils vont permettre à d'autres personnes justement d'en parler et à tous les niveaux. Il faudrait que ce soit à tous les niveaux d'ailleurs. Il faudrait que, par exemple, dans les entreprises, les comités de direction de personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou des handicaps ou qui sont sur la neurodiversité en parlent, osent en parler. Ça commence, il y en a, mais il y en a aussi beaucoup qui n'en parlent pas. Et pour moi, c'est des freins. C'est des vrais freins. Et j'encourage vraiment les. Alors, tu le vois hein, maintenant sur les réseaux, qu'il y a des managers, des directeurs, des chefs d'entreprise qui en parlent, mais c'est encore trop, trop peu, Mm. malheureusement. Et c'est dommage parce que je pense qu'on ferait avancer beaucoup les choses. Et tu vois, pour le mettre en balance aussi avec des sujets qui sont d'actualité, on a beaucoup parlé du travail prescrit. Donc, dans une ère où toute la vision d'entreprise est basée sur le travail prescrit, on commence à basculer sur le travail réel, mais on n'est pas encore dans le travail perçu. Et justement, est-ce que tu penses que ça rejoint justement la notion, tout ce dont on vient de parler, cette notion de travail perçu quelque part? Oui, je pense, sincèrement, je pense que oui. Euh, mais c'est pareil, tu vois. Alors, nous, on connaît ces termes.
Mais tu vas dans l'entreprise, tu parles de ces termes-là, les personnes ne connaissent pas. Tu Mm. parles de la santé mentale. Alors là, on était en grande cause nationale 2025. Je ne sais pas si tu as vu, elle est renouvelée Oui. pour l'année prochaine. Donc, on parle de ces sujets-là. Euh, alors, des fois, on n'en parle probablement pas bien. Comme tu vois, le handicap, là, il y avait les Duo Day, il y avait la semaine européenne de Mhm. l'emploi des personnes en situation de handicap, il y avait la journée internationale. Alors, des fois, c'est beaucoup pour la marque employeur ou pour se faire du bien au niveau des gouvernements, etc. Mais au moins, on a le mérite d'en parler. C'est ça. Donc, je pense que c'est quand même, autant je suis le premier à critiquer quand quand on va pas dans le fond des choses, etc. et que c'est juste vraiment pour se montrer, entre guillemets. Mais au moins, on en parle. Tu vois, je pense que et on n'a pas parlé, mais la pandémie de la Covid qui a tout exacerbé au niveau de la santé mentale, eh ben, ça a au moins eu le mérite d'ouvrir un peu les discussions sur le sujet. Et je pense que ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a énormément de boulot à faire. On est quand même très, très en retard aussi au niveau en France, faut être clair. Moi, j'en parle beaucoup avec ne serait-ce que des personnes, des Belges, tu vois, qui sont très en avance là-dessus. Avec le Canada, évidemment. Évidemment, là, on doit d'ailleurs faire un podcast avec Mélissa Généreux, qui est une docteure très connue là-bas sur toutes les thématiques santé mentale, etc. Et on voit des choses extraordinaires. Euh, on est en retard, ça ne veut pas dire qu'on peut pas rattraper le fil, parce que, encore une fois, hein, il faut bien comprendre que les personnes sur la neurodiversité peuvent énormément apporter aux entreprises. Mais j'en ai aucun doute, et je le sais, je le Mm. vois, je le constate au quotidien. Et puis, encore une fois, si on arrive à équiper les gens à identifier, d'une part, ces signaux faibles, c'est les gens qui vont pas tomber. Et plus important, si on explique aux entreprises les causes qui peuvent être générées par des dysfonctionnements collectifs, qui peuvent être générés par des process compliqués, par ceci, par cela, eh ben, on va s'en sortir. Mais c'est un vrai travail de longue haleine. Là, je suis dans la prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire en risques psychosociaux. Beaucoup d'entreprises vont se cantonner, entre guillemets, à voilà, là, encore une fois, je vais forcer le trait exprès à vous donner des cours de yoga, à vous donner des cours de méditation, Ouais. à potentiellement à vous offrir la possibilité d'aller voir un psychologue du travail, etc. C'est très bien, mais après, c'est de la pure logique. Si on ne va pas chercher les causes, on va soigner les symptômes, hein, le fameux euh, pansement sur la jambe de bois. Il faut que ce soit, voilà, il faut qu'il y ait les trois niveaux, hein, prévention primaire, secondaire, tertiaire. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ont du mal à se remettre en question. Je pense que c'est surtout ça. Et ne vont pas chercher des causes et voilà, travaillent sur les symptômes, malheureusement. Donc, il y a encore un gros boulot à faire. Mais cette notion voilà, de travail perçu, etc., c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Euh, mais il y a vraiment des changements Et radicaux à faire dans les entreprises. Ouais. est-ce que, parce que moi je le constate, alors je ne sais pas si tu fais ce même diagnostic, mais depuis les quelques dizaines d'années, la dimension du management, donc l'espace-temps qu'on accorde et que aussi les lignes managériales s'accordent pour prendre du temps avec des fois des temps off, hein, à la machine à café ou des temps où on a cet espace-temps pour détecter ces signaux faibles. Est-ce que tu penses que ce temps s'est réduit avec le temps pour aller vers plus de techniques, donc des managers beaucoup plus techniciens, et qui pourraient expliquer notamment qu'on passe à travers la captation de ces signaux? Est-ce que Ah, tu fais ce constat aussi? ça, c'est intéressant. Alors, il y a plusieurs choses. Tu parles de la machine à café. C'est rigolo parce que moi, dans mon organisation, j'avais pendant la période de la Covid, où on Mhm. était du coup tous à la maison, hein, télétravail forcé. Moi, j'avais un ami qui parlait du travail confiné, tu vois, c'était l'époque des confinements, etc. J'avais créé un Teams euh, donc pour les gens qui étaient à la maison qui s'appelait la machine à café, tu vois, c'était ça. Ah ouais. Ouais, ouais. Et c'est resté d'ailleurs. Je travaille plus, c'est plus mon boulot de gérer la QVCT, etc. de mon organisation, mais bon, c'est resté. Pour moi, c'est primordial. Et puis justement, tu vois, je viens de parler de télétravail. Le télétravail a forcément eu un vrai impact sur le contact humain, hein, et pas à travers un écran. C'est quand même c'est vraiment différent. Moi, je sais que je ne Mhm. vais pas au bureau tous les jours parce que je fais beaucoup de télétravail. Mais si je ne vais pas au bureau pendant 2, 3 semaines, je suis pas loin de péter un câble.
parce que Mm. j'ai besoin de ce rapport avec les autres. Et la Covid, la pandémie de la Covid nous l'a rappelé. On est des êtres grégaires, on a besoin des autres. Et on sait très bien qu'en plus, il y a plein d'études qui le disent, etc., que le rapport humain entre les gens, vraiment, la relation humaine est de bonne qualité, est source de bien-être. Ça fait partie du bien-être. Je ne sais pas si tu connais la super étude qui a été réalisée sur plus de 80 ans, je crois, à Harvard, qui est assez géniale. Il y a un TED Talk là-dessus qui est assez incroyable, qui révèle que pour être heureux, en fait, c'est très simple, hein, il faut avoir des rapports des relations sociales saines avec les personnes. C'est la clé. Donc aujourd'hui, on a de moins en moins ces rapports dans l'entreprise parce qu'on est de plus en plus, alors attention, hein, pour les gens qui sont en télétravail, c'est quand même, je crois, si je dis pas de bêtises, parce que entendu ça ce week-end, 27% simplement des travailleurs sont en télétravail. Donc on travaille quand même, on n'est que sur un tiers, un Oui, petit peu moins d'un tiers. Mais pour les personnes qui sont en télétravail, effectivement, ces discussions de proximité physique manquent. Et ça, c'est un vrai problème. Après, tu as dit un truc très intéressant, c'est sur le côté technique. Alors, je ne sais pas si les managers sont devenus plus techniques, mais, et ça, c'est un vrai problème, il y a aussi beaucoup de managers qui sont... Alors, les choses évoluent, hein, heureusement. Alors, moi, je le vois dans ma boîte, ça a beaucoup évolué. Pendant longtemps, si tu veux devenir manager, c'était le Graal. c'est vrai. C'était ça équivalait à une promotion. Alors oui, tu es promu parce que potentiellement tu changes de statut, tu changes de salaire, etc., etc. Mais on a promu beaucoup trop, par exemple, de techniciens, tu vois, pour devenir des managers, sauf que ça ne s'improvise pas le management. C'est vrai. Hein, c'est bien la problématique. Donc effectivement, c'est peut-être des personnes qui, tu vois, moi je l'ai vu ça, qui sont très très forts, qui étaient très très forts sur le côté technique ou sur leur boulot, mais qui n'avaient aucune compétence à gérer une équipe et à gérer de l'humain. Et ça, c'est bien problématique. Moi, par contre, tu vois, à l'inverse, il y a des gens qui sont intelligents. Moi, j'ai eu un manager qui avait été promu comme ça. Et puis, au bout de 2, 3 ans, bah, lui, il a compris que c'était pas pour lui. Et puis, il a lâché sa casquette de manager. J'en connais. Et ça, je trouve que c'est plutôt très salutaire et j'applaudis. Mais je crois que voilà, c'est un gros problème, c'est qu'on a encore tendance à, voilà, à prendre le management. Encore une fois, moi, dans ma boîte, je sais que ça a beaucoup changé, mais on a ce problème de promouvoir des gens vers le management sans forcément les équiper. Mm. Et en plus, voilà, il y a toujours ce côté, ça, je crois que c'est une autre problématique, mais on attend aussi de plus en plus, et je crois que c'est aussi une des, des conséquences de la pandémie, que nos managers soient des sauveurs. Hein, ce fameux syndrome du sauveur, et ça cause énormément de problèmes dans les entreprises. Complètement. Et il y a une idée là, justement que suite aux interviews que j'ai eues, qui émergeait, c'est que de plus en plus, c'est que dans la fonction de management, de plus en plus, il y a des entreprises qui testent d'amener un binôme, c'est-à-dire le référent technique, mais au même titre que le référent humain dans la gestion, et de travailler en management par binôme, et ce qui permet aux équipes aussi de se référer à plus une acquaintance sur le technicien ou sur... Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant comme approche pour trouver un équilibre, Alors, même dans la valorisation? ouais, j'ai jamais expérimenté. Moi, je pense que ça peut être plutôt très, très bien. À partir du moment, de toute façon, je pense que c'est de l'intelligence, hein, et de l'intelligence collective. À partir Mhm. du moment où l'une des deux personnes n'a pas les compétences, eh ben, il va s'appuyer sur l'autre et inversement. Moi, je pense que ça peut être une très, très bonne option. Je l'ai jamais vu, tu vois, j'ai jamais vu ça fonctionner autour de moi, hein. Mais voilà, je pense que encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, moi, le côté communauté, côté intelligence collective, je pense que de toute façon, ça fonctionne. On sait très bien aujourd'hui que dans une entreprise, euh, ce qui va aider à fonctionner, c'est justement d'avoir des personnes complètement différentes. On a parlé de la neurodiversité, donc des personnes qui pensent différemment. Et on sait très bien qu'une équipe, finalement, c'est pas une équipe de génie qui va travailler mieux qu'une équipe avec des profils différents. On le sait maintenant, c'est prouvé. Et donc, je pense que tu vois, c'est ce genre d'expérience, si je peux appeler ça Mhm. comme ça, euh, on devrait les tenter. On devrait beaucoup plus les tenter. Moi, je vois alors. Moi, j'ai la chance, j'ai une manager qui est, bon, qui n'est pas française, un petit peu sur la neurodiversité, très probablement, même si enfin,
j'ai pas été diagnostiqué, mais bon, je le vois très bien. Parce que ça, c'est un truc qu'on dit entre personnes neurodiverses. Parce que moi, je suis pas diagnostiqué, mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Surtout que ma fille l'a été. On se reconnaît entre nous. Et elle a cette intelligence, justement, voilà. Elle va gérer certaines choses et puis elle a appris à déléguer. Et ça, c'est énorme, c'est énorme. Tu vois, toi, tu es bon. Tu vois, elle est venue me chercher parce que j'avais cet esprit de cette capacité à créer des communautés, créer des liens, créer des ponts. Elle, c'est pas forcément trop son truc. Elle préfère, tu vois, elle, c'est une ancienne geek, une ancienne Mm. technicienne, qui est très bonne manager, mais voilà. Et donc, elle s'appuie sur des personnes de l'équipe. Il y a Machin qui travaille beaucoup, qui est un génie de l'intelligence artificielle. Ok, bah, fais ton truc. Par contre, je vais venir chercher des informations, tu vas m'aider, etc. Donc, il faut que voilà, que les managers aient cette intelligence, il y en a beaucoup qui l'ont, hein, de s'appuyer sur les personnes qui ont les compétences. Alors, si ça peut être des binômes, très bien. Nous, par exemple, tu vois, on va réinstituer quelque chose qui avait très bien fonctionné il y a 2, 3 ans, je ne sais pas pourquoi on a arrêté d'ailleurs. Elle avait en fait créé des réunions, je ne sais plus si c'était hebdomadaires ou mensuelles. On avait appelé ça des agoras, hein, évidemment, ça vient de la Grèce antique, où elle s'appuie. C'était que les anciens de l'équipe, pas les anciens, les seniors de l'équipe, tu vois, pour voilà, aborder certaines thématiques entre nous, avec elle au milieu, pour ensuite proposer aux plus jeunes pour voir si ça pouvait les aider parce que voilà, on a un mix à peu près 50-50 de l'équipe entre des petits nouveaux, j'exagère, hein, et puis des gens Mhm. qui ont au-dessus de 50 ans, etc. Et voilà, on fait un petit peu notre brainstorming entre nous, entre les anciens, et puis on va les partager aux nouveaux, et puis après, bah, voilà, on voit ce qui fonctionne pas. Après, c'est plus une question d'expérience. Enfin, c'est pas les anciens contre les nouveaux, c'est plus ce côté expérience. Plus on est des entreprises où c'est aussi beaucoup très politique, hein, Mhm. tu vois, d'une Bien sûr. équipe par rapport à une autre. Alors, pas politique au sens politicien, mais Mhm. on se voit qu'on est beaucoup là-dedans quand même. Donc, je pense qu'effectivement, il faut absolument que les entreprises s'appuient de toute façon, sur les compétences de tout le monde. Donc, si ça peut passer par des binômes ou autrement, ou voilà, des agoras, ce genre de choses qui sont vraiment disruptives, par contre, je pense que c'est plutôt chouette. Et tu vois, c'est intéressant là, pour faire le lien avec ce que tu dis. On parle de plus en plus là, dans notre conversation, de soft skills, Oui. de compétences humaines. Et est-ce que justement, euh, avec les changements, les contextes technologiques, je vais forcément te parler de l'IA, est-ce que ce sujet central des soft skills va devenir encore plus central avec tout ce que ça embrasse, la neurodiversité, la notion de la perception du travail? Est-ce que tu penses que ça va être encore plus au devant de la scène? Ou Alors, pas du tout? Alors moi, c'est un sujet qui me passionne. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je suis dans les équipes de Learning and Development. Donc, on crée des formations, on crée des programmes de développement. Moi, la communauté que je gère, par exemple, c'est une communauté de personnes voilà, qui suivent nos formations, etc. On nous pousse évidemment, comme beaucoup d'entreprises, vers l'IA. De toute façon, aujourd'hui, c'est un impondérable. Dans ma boîte, c'est évidemment un impondérable avec, voilà, c'est une partie de notre cœur de métier aujourd'hui. Alors, j'ai mon avis aussi, hein. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de profondément humain, je crois on l'a compris, comme toi. Euh, L'IA, je l'utilise tous les jours, d'accord? Que ce soit dans la vie perso, tu vois, par exemple ce matin je marchais, j'ai fait mes cours de Duolingo où j'apprends en Mhm. ce moment l'italien, donc c'est de l'IA derrière, il ne faut pas se leurrer, avec les côtés très bénéfiques et puis les côtés qui m'énervent aussi sur ce genre d'application. Et puis je l'utilise énormément dans le boulot. Alors, comme assistant. Tu vois, je Mhm. demande pas l'IA de tout faire, hein, mais je vais lui donner des idées, puis je lui dis de mettre ça en page, et puis après, justement, je vais utiliser mon esprit critique. Et je sais que autour de moi, tu vois, dans mon entreprise, parfois, alors, j'ai encore fait il y a quelques jours une sorte de conférence avec quelqu'un d'assez haut placé, et puis qui est à fond sur l'IA. Je lui dis, moi aussi, je suis à fond sur l'IA, je l'utilise tous les jours, il n'y a pas de problème, et puis j'ai rien contre du tout. Ouais. Tant que on fait attention à l'éthique, etc., etc. Par contre, il faut absolument qu'on n'oublie pas de former les gens, notamment sur l'esprit critique, à développer leur esprit critique. Moi, j'ai vu des cas, je ne vais pas nommer les boîtes, etc., mais j'ai vu des cas où le client, il appelle, il a un problème technique. L'ingénieur, eh ben, il va prendre ChatGPT, il va mettre le problème, il lui a sorti, il faudrait faire ça, 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 il envoie ça au client sans tester. Eh ben, il a tout cassé.
Ouais. il a tout cassé parce que quoi? Il a fait 100% confiance à l'IA et il n'a pas justement eu cet esprit critique qui est indispensable. Moi, je te l'ai dit, j'ai une ado notamment, hein, qui passe Mhm. son temps sur ChatGPT. Et je passe mon temps à lui expliquer que c'est bien si elle l'utilise intelligemment, qu'elle fasse, qu'elle lui fasse pas 100% confiance, qu'elle qu'elle utilise cet esprit critique pour aller chercher des sources, qu'elle essaye de comprendre d'où vient l'information. Parce que moi, des fois, elle m'a sorti des aberrations parfois, hein. Donc j'ai dit, mais où c'est que tu as lu ça? Bah ouais, je dis, mais réfléchis 2 secondes. Vérifie ton information. C'est dangereux ce que tu. En plus, c'était des trucs, c'était assez critique, quoi. Donc, pour moi, les soft skills aujourd'hui ont probablement encore plus d'importance. Et de nouvelles soft skills, probablement. L'esprit critique, bon, là, toujours, ça a toujours été quelque chose dont on parlait, mais je crois qu'il va falloir que ça soit exacerbé, qu'on travaille de plus en plus là et qu'on développe les gens en permanence, etc. Et en fait, il va falloir qu'on nous éduque en fait, être des gestionnaires de l'IA, hein, Mhm. parce que ça va être, voilà, c'est un outil maintenant on a plus le choix dans nos entreprises. Enfin, on nous laisse plus le choix de toute façon. Et il faut qu'on arrive à apprendre à le gérer de façon idoine et de façon, encore une fois, éthique aussi, hein, et puis de façon intelligente. Il ne faut pas qu'on prenne tout pour argent comptant parce que là, c'est la fin du monde. Alors justement, ça repense aussi le rapport qu'on a au travail, parce que quelque part, finalement, si l'IA absorbe des tâches sans valeur ajoutée, des tâches techniques, c'est comment on replace la valeur ajoutée de l'être humain dans l'organisation, du coup. Est-ce que tu penses que ça va venir sur le, le devant de la scène dans les organisations, justement, cette notion-là, quelque part? Moi, j'espère. Moi, j'espère. La façon dont moi je l'utilise, tu vois, ça va être, je t'ai dit, je lui balance des idées, il me sort quelque chose et puis je vois ce que j'en fais. Mhm. Si c'est simplement une utilisation aberrante et bête de l'IA, ça va être embêtant. Moi, je pense quand même il faut qu'on ait cette intelligence de se dire, attention, c'est un outil, c'est juste un outil. Il faut vraiment qu'on l'utilise comme ça et qu'on le comprenne comme ça pour pas aller au-devant voilà, de mésaventures et puis de choses très très dangereuses, parce qu'on a vu dans le passé, hein, des choses très dangereuses avec l'IA aussi, hein. Bien sûr. Il y avait tous les chatbots, etc. Donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus et qu'on ne se focalise pas justement que sur la partie technique. Et moi, c'est un travail que je mène. Alors, façon minime et à mon niveau, mais je n'arrête pas de le répéter, même tu vois, aux gens autour de moi, dans mon entreprise, dans mon organisation, parce on est sur la formation, je dis oui, il faut former les gens sur l'IA, il n'y a aucun problème. Je suis le premier à le dire, je suis le premier à vous aider à le faire. Maintenant, si on n'apprend pas aux personnes à se développer intellectuellement et humainement, justement, face à l'IA, on va avoir des problèmes. Est-ce que l'idée peut-être, je te la soumets, mais on insiste beaucoup sur ce format l'IA, mais est-ce que aussi en parallèle, en versus, on pourrait aussi accentuer la formation sur la connaissance de soi? Qu'est-ce qu'est un être humain? Par quoi il est conditionné? Comment pour mieux se connaître et mieux relationner dans l'entreprise face à une IA qui augmente? Est-ce que Ah, moi, ça serait un rêve. Ça serait un rêve. Moi, je fais partie malheureusement de ceux qui, un peu comme toi d'ailleurs, hein, on a connu des burn-out qui nous ont permis de nous découvrir, tu vois, qui nous ont permis Hmm. d'apprendre qui on était. Il y a énormément de personnes, alors je parle des personnes qui sont sorties du burn-out et qui ont fait le travail nécessaire derrière, elles ont appris à savoir qui elles étaient. Et j'entends aussi des bêtises, des fois, pour moi c'est une bêtise, chacun fait ce qu'il veut, et chacun dit ce qu'il veut. J'entends les gens qui disent, oui, je remercie mon burn-out, c'est un cadeau, parce que j'ai appris, je me suis découvert. Je dis, alors, c'est pas mon avis, Ouais. si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passé. Maintenant, oui, je suis une nouvelle personne. J'ai appris énormément sur moi. J'ai appris des choses incroyables. Tu vois, j'ai une association, j'ai un podcast, je suis invité à des podcasts comme avec toi, etc. Je suis passé à la télé, etc. à cause de ça, mais j'aurais pu m'en passer. Donc, si on pouvait effectivement aider les personnes à mieux se comprendre en tant qu'humains, Avant de faire du burn-out, en fait, quelque part, ça serait ça. alors là, ça serait vraiment, tu vois, plus qu'en proactif. C'est qu'il faudrait que ce soit quasiment qu'on nous apprenne à apprendre sur nous-mêmes depuis la petite enfance, je pense, hein. Et pour moi, c'est juste indispensable parce que arriver à tomber malade et ensuite, grâce à ça, entre guillemets, parce que tu vas suivre
un protocole avec un psy, etc., etc. Qui est long, Et rappelons-le. qui peut être très très long et qui peut durer toute la vie, hein, de toute façon, hein, avec un psy, un psychiatre, etc. Si on pouvait le faire de manière voilà, plus intelligente et pas simplement en mode réactif, ça serait quand même génial. Ouais, ça serait un rêve. Ça se Donc fait, c'est hein. ça. Ça se Donc fait, c'est mais peut-être parler de ça dès les. Alors je sais pas, enfin, c'est possible à la maternelle, mais pas peut-être pas à la maternelle, mais peut-être dans des cursus scolaires. C'est justement peut-être oui, d'expliquer oui. ces notions, Ouais, non, comment. Ouais. je suis d'accord avec toi. Alors après, ça va dépendre des écoles, ça va dépendre des instituteurs, etc. Moi, j'ai ma fille, elle est dans une école, alors c'est une école publique. Bon, maintenant, elle est en CM2, mais depuis le CP, tu vois, ils ont des cours de méditation. Mhm. Ils ont des journées bien-être où ils vont parler. Moi, la dernière fois, j'entendais plus un bruit à la maison. Je monte, ma fille, elle était en position du lotus à méditer. Elle a 10 ans, Ok. hein, tu vois. C'est bien ça. Et elle se pose les questions. Bon, comme elle est un petit peu neurodivergente, elle se pose beaucoup de questions. Ça, c'est autre chose. Mais dans cette école-là, tu vois, ils vont parler il y a des psys qui viennent, mais pas en mode réactif, tu vois, Oui. comme pour le harcèlement. Bon, bah, je pense que c'est aussi, là, c'est l'éducation nationale et puis tout ce qui a été mis en place par le gouvernement, mais régulièrement, on vient leur expliquer. Il n'y a pas forcément de problème, mais on vient leur expliquer pour que les enfants en parlent et qui en parlent avec leurs mots. Je crois que ça, c'est super important parce que ça va les permettre voilà, et après, c'est d'avoir les discussions. Alors, c'est pas toujours facile avec les parents pour continuer la discussion quand les parents sont à même de comprendre ou à même d'en discuter, hein. Mais je pense que c'est super important, quoi. Et justement, alors je rebascule un petit peu dans le domaine de l'entreprise et il y a des DRH, des dirigeants qui nous écoutent et s'ils ont envie, ils ont été touchés par ton discours et s'ils ont envie de se dire, ben en fait, j'avais pas mesuré l'impact que ça pourrait représenter dans mon entreprise, j'ai envie d'y aller, je suis engagé, j'ai envie d'y aller. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme première étape à mettre en place ou tu vois par exemple les communautés que vous avez mis chez Microsoft, c'est peut-être une piste. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais leur évoquer? Alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, les infos sur la santé mentale, il y en a partout, hein. Il y a énormément d'associations, tu vois. Alors, je parle pas forcément tout de suite de tout ce qui est payant, hein, parce qu'il y a aussi un. C'est Mhm. comme le bien-être, hein. C'est un filon. C'est un filon. Mhm. Voilà, il y a des gens qui ont su et qui savent très bien créer des apps, etc., etc. Alors, on en pense qu'on veut. Il y a énormément de choses donc payantes. Et puis, il y a des cabinets de psy, voilà, etc., pour faire des audits, etc. Je pense que la première chose, c'est ouais, d'être un peu curieux déjà. Commencer par autoriser les personnes à en parler dans l'entreprise, déjà. Si, tu vois, dans les entreprises qui ont des personnes, par exemple, et là, je peux même aller plus loin que la santé mentale. Moi, j'ai des collègues, par exemple, qui ont eu des cancers dans le passé, qui en ont parlé dans l'entreprise, et ben encore une fois, ça a ouvert la voie, tu vois. Eh oui. Et alors, ça, voilà, encourager les gens qui souhaitent parler de leurs mots, c'est déjà une première étape. Mais évidemment, après, il faudrait dans l'absolu, ben, aller chercher toutes ces notions de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Alors, il suffit d'aller sur des sites, tu vois, il y a plein de sites, hein. Je pense à l'INRS, par exemple, Santé publique France, etc. Il y a des choses assez Mhm. gouvernementales, entre guillemets. L'ANACT Euh, aussi en parle un Bien petit peu. sûr, là, oui, j'ai oublié l'ANACT, oui, énormément. Et puis, il y a tous ces assos. Moi, je sais, nous, avec Marc, on a fait, il y a 2, 3 ans, parce que tous les gens nous posaient des questions, etc. On a créé, en fait, un annuaire des assos sur le burn-out ou sur la santé mentale. Alors, c'est les gens qu'on connaît, hein. On n'envoie pas chez n'importe qui. Et puis, que tout ce qui est gratuit. Donc, tu vois, les entreprises peuvent aller aussi taper dans notre annuaire. Et puis, en fonction, parce que nous, c'était quelque chose qui manquait, parce que tiens, moi alors, je te dis n'importe quoi, j'habite à Metz, je suis pas bien, qui c'est que je peux appeler? Et à l'époque, on était embêtés. Alors maintenant, on a créé un maillage, en fait, Cartographie. ouais, une vraie cartographie, à peu près partout. Puis bon, de toute façon, maintenant, il y a les solutions distancielles qui permettent de le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, les entreprises qui veulent le faire, c'est facile. Les ressources, il y en a partout. Il y en a partout sur les réseaux, il y en a partout sur le net, etc. Il faut que ce soit vraiment sincère. Et puis, celles qui ont encore des doutes, on n'en a pas vraiment parlé, hein,
Mais le coût, Oui, oui. le coût de la personne qui est en arrêt maladie est énorme. On parle de milliards d'euros. Il y a aussi des coûts qu'on ne perçoit pas forcément parce qu'on va percevoir, par exemple, que le coût de la personne qui est en arrêt maladie. Oui, mais aussi le coût que ça a sur les autres, ceux qui restent. Parce qu'évidemment, ils vont récupérer la charge de travail. Et puis, un truc qui est important, c'est que si une personne ou deux sont tombés en burn-out, il y a peut-être un dysfonctionnement quelque part, tu vois. Ce qui veut dire que si on règle pas ce dysfonctionnement, bah, d'autres personnes vont tomber, etc., etc. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a vraiment pas parlé, c'est la loi aujourd'hui. Mm. Hein, on a une vraie loi, une obligation de prendre en soin de la santé physique et mentale des salariés. Ça, c'est super important. On peut aller jusqu'au pénal, etc. Donc, voilà, il y a le côté aussi financier, le côté légal. Les entreprises qui se posent les questions, je pense qu'il faut qu'elles y pensent. Mais après, voilà, il y a encore une fois, il y a plein d'associations, il y a plein de ressources sur Internet, il y a plein de cabinets qui sont spécialisés là-dedans, qui pourront vous accompagner. Moi, je connais énormément de conférenciers, de coachs, etc. Après, il faut être curieux et puis il faut avoir vraiment l'envie sincère de, de faire la démarche. Alors justement, tu as parlé de ton association avec Marc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'objet de l'association, un petit peu la genèse, comment elle a été créée en fait? Alors, remettez-vous dans le contexte, mars 2020, d'accord? Mhm. Début du confinement, on a effectivement lancé, alors nous on a appelé le club des burn-out et des bienveilleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les années précédentes, à tour de rôle, on est tombés tous les deux en burn-out. Alors Marc a même fait une rechute, mais qui avait, tu vois, 25 ans en arrière, donc on connaissait, on n'en parlait pas du tout, hein, du burn-out. Et en fait, on a commencé tous les deux individuellement à publier sur les réseaux. Alors, moi, j'ai commencé avec ma copine Catherine Testa sur l'optimisme, qui est une superbe communauté où elle m'avait donné en fait la possibilité d'en parler. Et j'avais parlé, tu vois, j'avais écrit un article, je crois que c'était en 2017-2018, sur le burn-out chez les hommes, parce qu'on en parlait encore même pas du tout. Marc, il a été chez euh, My Happy Job de notre copine Fabienne Brocaré à l'époque aussi pour parler de son burn-out. Et donc, les gens venaient nous voir, parce encore une fois, 6-7 ans en arrière, il n'y avait pas beaucoup d'infos. Eh oui. Donc, il nous posait des questions. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour en sortir? Etc., etc. Alors, des fois, sur notre temps de travail ou sur notre temps perso, bon, on passait 2-3 heures à écouter les personnes, à les conseiller. Mais très vite, on a compris d'une part, on n'était pas psy, Mhm. qu'on prenait cette fameuse, tu sais, la compassion émotionnelle, on prenait tout dans la tête, Mhm. qu'on n'était pas formé. Et finalement, au mieux, on allait lui donner nos conseils à nous, comme on fait aujourd'hui d'ailleurs, euh, qui- mais qui n'étaient pas forcément adéquats pour la personne. Donc à un moment donné, et puis de toute façon, notre sophrologue commune nous a dit, bon, les garçons, arrêtez vos bêtises, vous n'êtes pas formés, vous risquez de tomber. En plus, Marc, ça faisait pas très longtemps qu'il sortait du burn-out. Et on est parti ensemble, bah, comme on fait tous les hivers en vacances, en famille. Et puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus se permettre voilà, au niveau du temps, au niveau de, on est tous les deux des éponges émotionnelles, donc on arrête nos bêtises. Il faut qu'on agisse de façon intelligente. Et on s'est dit, ben, on va faire un podcast. Au départ, c'était ça l'idée. On va faire un podcast où on va faire intervenir des personnes qui sont sorties du burn-out, qui sont pas là non plus pour régler leur compte avec leur entreprise. C'est vraiment pas le but. On voulait concrètement créer un podcast où les gens venaient témoigner de la façon dont s'étaient passées les choses avant, pendant et après, pour redonner de l'espoir. Ça, c'était la première chose. Et puis, voilà, au fur et à mesure. Donc, on a décidé de créer le club, en fait, en mars 2020, en pleine pandémie. On a pris la décision, on était en vacances au ski en Suisse comme tous les ans. Et je me rappelle très bien, la scène, elle est assez rigolote parce qu'on était dans un spa, une piscine magnifique extérieure, chauffée, avec vue sur les Alpes, sous la neige. Enfin bon. Et on s'est dit, bon, allez, voilà, on va créer ça. Et puis voilà, maintenant, ça fait 5 ans et demi. Donc le podcast, il est devenu un site internet, il est devenu une page LinkedIn avec plus de 9000 abonnés. Et notre objectif, en fait, c'est une association qui, depuis quelques mois, simplement pour avoir vraiment un statut. Et on est deux. Volontairement, on est deux. Hein, on l'a co-créé. On ne l'a pas ouverte pour l'instant à des membres pour une raison très simple, le temps. Eh ouais. On n'a pas le temps. Euh, mais notre objectif, c'est quoi? Bah, c'est de sensibiliser donc les entreprises sur les réseaux. Tu vois, on fait des webinaires régulièrement
Et on a été invité quelquefois à faire des conférences, notamment à Pau il y a quelques années pour un colloque sur la bienveillance qui s'appelait Ben Vivo. On a été invité à Rennes cette année, à Rennes pour un autre événement qui s'appelait Oh Happy Braise, enfin, chez les Bretons, qui était Mhm. assez génial. Pareil, sur la bienveillance, on a parlé de santé mentale, etc., etc. Donc, notre objectif, c'est quoi? C'est sensibiliser, briser le tabou, donner la parole aux autres et puis témoigner. Alors, avec nos témoignages à nous, parce qu'on l'a vécu, et on a bien conscience, et ça c'est aussi voilà, le retour d'expérience de 5 ans ou 6 ans d'interview, que chacun fait son burn-out, chaque histoire est vraiment différente, ce qui est une évidence, puisqu'on est forcément toutes et tous différents. Certains signaux faibles peuvent être les mêmes, hein, mais on ne l'a pas dit, mais je crois qu'il y a à peu près, j'ai entendu dire qu'il y avait 132 types de signaux faibles. Tu vois qu'on a parlé vraiment simplement des principaux, hein, des trucs assez génériques. Je crois que dans les nouvelles nomenclatures, il y en aurait même beaucoup plus d'ailleurs. Euh, mais voilà, on est là pour déstigmatiser le sujet, pour transmettre. Euh, on fait attention. On fait attention. Tu vois, on a l'avantage que d'être deux, donc Mhm. on se surveille aussi, hein, l'un et l'autre, parce que moi j'ai failli y retomber plusieurs fois. Marc aussi, pour des raisons perso et des raisons pro, etc. Donc on fait attention à notre équilibre. On collabore avec beaucoup d'associations. Euh, Parce que justement, on a bien conscience que bah, déjà le burn-out n'est qu'un pan de la santé mentale, hein. Là, cette année, c'était l'année santé mentale, grande cause nationale, mais on n'a pas parlé beaucoup de burn-out. C'était pas l'objet, tu vois. Donc, nous, on essaye de continuer au niveau du terrain. Euh, on fait attention, on essaye de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait aussi, parce que des fois, en voulant bien faire, eh ben, on se plante, on est des humains. Mais voilà, la clé, c'est surtout nous protéger et puis essayer de donner de l'espoir et expliquer les choses. C'est pour ça qu'on commence toujours, nous, par expliquer ce que c'est que le burn-out, parce que c'est tellement. Maintenant, c'est galvaudé. Encore une fois, c'est comme toutes ces terminologies. Bien Si tu sûr. n'expliques pas ce que c'est pour commencer, tu vas tout confondre, hein, entre la dépression, le burn-out, tout ce qui est L'épuisement anxiété, professionnel. l'épuisement professionnel, l'anxiété, etc., etc. Donc, nous, on essaye de toujours donner un cadre. Alors, un cadre avec des définitions officielles, et puis après, on va donner notre ressenti, on va parler de causes génériques, on va parler des types de manifestations qui peuvent nous occasionner tout ça. Nous, on aime bien aussi partir un truc très schématiquement, hein, de ce que c'est que le stress, comment ça fonctionne, etc., les hormones, etc., ce fameux processus qui va t'emmener sur une courbe de stress qui, un jour ou l'autre, bah, si tu suis pas tes signaux faibles, bah, tu arrives tout en bas. Et tout en bas, c'est le burn-out, notamment. Donc, on est très pragmatique. Et puis, encore une fois, on finit toujours par nos témoignages. C'est ce qui intéresse le plus les gens. C'est ce qu'ils gardent en mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention à ce qu'on dit aussi, en expliquant bien que ce sont nos histoires et que si tu écoutes l'histoire de quelqu'un d'autre, ce sera forcément différent. Mais voilà, il y a ce côté storytelling. En plus, on est une boîte américaine, on croit beaucoup là-dedans. Et puis, Mhm. on a compris, on a très vite compris qu'au départ, toi, on a créé le podcast il y a bah, mars 2020. Premier épisode, on était très maladroit, on avait peu de connaissances et on a progressé, on a progressé, on a progressé. Puis à force d'écouter les gens, bah voilà, on a compris que chaque histoire était différente parce que chaque humain est évidemment différent. Et d'ailleurs, là, ce qu'on vient de lancer, on l'avait jamais fait. On a créé un calendrier de l'Avent là depuis le 1er décembre. Chaque jour, un épisode de notre podcast, parce on se dit que finalement, il y a des épisodes qui ont 5 ans que les gens qui nous suivent depuis quelques temps bah, ne connaissent pas. Mhm. Et ce qui a été super intéressant et super touchant, c'est que fait, quand on s'est refait la liste des podcasts qu'on voulait publier, ben, en fait, on s'est rendu compte que chaque podcast avait une histoire. C'était une rencontre, c'était une ouverture sur, par exemple, il y a 2, 3 jours, on a publié quelque chose, un podcast d'une personne qui nous a appris ce que c'était que la neurodiversité, par exemple. On a un autre podcast, je crois qu'on a publié ce week-end, du médecin qui nous a ouvert les yeux sur la réalité. C'est-à-dire que d'une part, on savait que ça touchait tout le monde, mais que nous, qui sommes des nantis, qui bossons dans une belle boîte, qui sommes cadres et qui ont un bon salaire, etc., nous, on peut se permettre d'aller voir une sophrologue ou un hypnothérapeute, etc., etc. Bah, quelqu'un qui est, par exemple, je vais schématiser la classe ouvrière ou un agriculteur, déjà, il va avoir du mal peut-être à payer son médecin généraliste. Donc,
il pourra pas aller, tu vois, vers Eh oui. des ressources externes. Donc, on se rend compte que chaque épisode, ça a été une rencontre. Alors, la plupart du temps, d'ailleurs, que virtuelle, parce qu'on a très peu rencontré les gens qu'on a interviewés. Ça commence au fur et à mesure. Mais voilà, c'est des rencontres, c'est des sources d'apprentissage pour nous. Et c'est pour ça qu'on continue. Et tu sais, il y a aussi, je trouve que c'est intéressant parce que Marc et toi, vous êtes des hommes et dans ce sujet-là, moi je le constate pour en avoir discuté, puis moi ayant vécu ça de l'intérieur aussi, c'est très difficile en tant qu'homme de parler de ces sujets parce qu'il y a une question de vulnérabilité, aussi ce que la société renvoie de plus en plus à l'homme doit être fort, ne pas montrer ses Voilà. émotions, ses faiblesses. Ça vient en fait mettre un coup de projecteur sur tout ça. Et est-ce que toi, tu partages aussi ce même constat par rapport à enfin pas pathologie, mais cette difficulté et qu'ont les hommes de pouvoir s'exprimer sur ce sujet? Ah, mais à 200%. Euh, on est dans une société, en France, notamment très patriarcale encore, hein. Mhm, Faut être clair, où l'homme, effectivement, là, on est dans les clichés, mais c'est ça, hein. L'homme doit rapporter les sous et surtout pas se plaindre, il n'a pas le droit de pleurer. mhm. Voilà, ça c'est la première chose. Donc nous, c'est un des premiers trucs qu'on a fait et c'est pour ça qu'on a été écouté au départ, parce on a compris, hein, qu'être vulnérable, et c'est d'ailleurs la même chose que... Alors, être vulnérable et tomber à burn-out, ben, c'est des forces. Oui, Je vais dire ça correctement. La personne qui a cette vulnérabilité d'exprimer sa douleur devant les autres, c'est une force. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, la personne qui est au burn-out, c'est quelqu'un qui était trop fort, etc., etc. Donc, il faut absolument avoir cette vertu d'être vulnérable. Pour moi, c'est pas une faiblesse. Encore une fois, c'est comme le burn-out, c'est pas une faiblesse. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai commencé, alors en pleine phase de burn-out, quand j'ai commencé de nouveau à ouvrir les yeux et puis aller sur les réseaux, etc., j'ai découvert le TED Talk de Brené Brown sur la vulnérabilité qui m'a fait comprendre, alors je l'ai peut-être interprété à ma façon, etc., mais qui m'a très très vite fait comprendre d'ailleurs que justement faire preuve de vulnérabilité, c'était pas une faiblesse, hein. Fallait pas avoir honte et au contraire, il fallait voir ça comme une force. Et c'est à partir de ce moment-là, finalement, que quelques temps après, j'ai commencé à écrire sur le sujet et à commencer à sensibiliser dans ma boîte, parce qu'on l'a pas dit, mais on a, nous, cette chance de le faire dans notre entreprise. Et parce que on a compris que c'était justement une force de pouvoir. Et après, c'est une question de logique, hein, une force de pouvoir dire qu'on va pas bien. Parce qu'en plus, justement, je crois qu'on l'a pas dit du tout depuis tout à l'heure, mais quand on est en phase de burning, avant de tomber, on est dans une phase de déni. Ah non, ça peut pas oui, m'arriver à moi. Hein, évidemment, et puis en plus, je suis un mec, ça peut pas m'arriver. c'est ça. Voilà. Et donc, le fait d'oser le dire, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parlait pendant la préparation. On commence à avoir des sportifs, etc., qui osent le dire. Mais c'est super puissant. Et puis, quand c'est en plus des sportifs qui ont une aura, qui sont connus dans le monde entier, bon, bah là, on a gagné parce que le message il va être écouté. Mais il faut insister là-dessus. Le burn-out, c'est pas la maladie des faibles. Être vulnérable, au contraire, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Il faut oser en parler, il faut oser demander de l'aide, ce qui C'est est vrai. très compliqué. Encore une fois, peut-être plus pour les garçons parce que on nous a appris à pas pleurer. Moi, mon manager de l'époque, il me disait, parce que je l'avais prévenu, hein, que j'allais pas bien, hein. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais plusieurs fois, je lui ai dit, tu sais, je suis devant mon écran en train de pleurer, j'ai éteint l'écran parce que je pleurais. Mais allez, c'est pas grave, t'es un mec, ça ira mieux demain. Enfin, Mhm, je schématise encore, hein, toujours. Mais c'était ça. Non, mhm. t'étais un garçon, de toute façon, ça va le faire. Ah, mais clairement. Et tu sais, c'est intéressant aussi, il y a une notion qui est associée avec le pro, le perso, c'est que pour un homme, d'expliquer que ça va mal et que le regard qu'il peut imaginer que sa femme peut avoir sur lui, il y a plein de choses qui sont croisées en fait. Et, euh, et c'est super important en fait de l'appréhender de cette manière systémique, je pense. Ouais, ouais, Euh, ouais, mais je pense que c'est indispensable même. C'est vraiment hmm, indispensable. Euh, mais voilà, encore une fois, si les messages, ça peut arriver à n'importe qui, hein, bien entendu. Ce ne sont pas les personnes faibles. Oser demander de l'aide, ce qui est très difficile, hein, mais même pour une femme aussi, on va bien sûr. reconnaître. Et puis, voilà, ne pas avoir honte. On n'en a pas trop parlé, Hmm, hein, depuis le début, mais c'est un des facteurs, hein, on a cette honte femme ou homme, de toute façon, hein, de hmm. se dire, bah, je vais être arrêté 6 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans. Euh,
les gens ont honte parce qu'en plus, voilà, c'est toujours pareil, il y a toujours ce paradigme burn-out égale faiblesse, bon, bah forcément, je suis honteux. Pourquoi moi? J'ai pas été assez courageux. Non, faut qu'on arrête avec ces bêtises. Alors surtout, alors c'était vraiment passionnant. Moi, je me suis régalé et je me dis, les auditeurs, s'ils veulent retrouver ton association, ton podcast aussi, où ils se connectent. Bon, bah, c'est simple, hein, le club du burn-outé et des bienveilleurs, donc c'est un site, hein, donc Mhm. vous tapez ça sur votre navigateur préféré. Je ne vais pas faire de pub. Après, on a notre page LinkedIn, hein, là où Mhm. on partage. Alors là, on va partager nos podcasts. On va partager aussi effectivement beaucoup d'articles qu'on relaie parce que c'est un truc qu'on aime bien faire avec Marc, c'est qu'on on veille en fait. Tu vois, on Mhm. passe beaucoup de temps sur les réseaux, sur les sites, etc., etc. Et puis, quand on a quelque chose qui nous semble intéressant, on va le repasser à la communauté. Et puis, on a créé un blog, donc les gens, soit ils viennent par oral pour des podcasts, mais ce qui nous prend beaucoup de temps, soit des fois par écrit. Mais non, c'est facile, hein, vous allez, et puis les podcasts, vous les retrouvez sur Deezer, sur tout ce que vous voulez, hein, Mhm. sur Spotify, etc. Même sur YouTube. Sur YouTube, avec une spécificité, c'est que, alors pas tous, pas encore, mais on essaie de les sous-titrer. Parce que, encore une fois, moi je suis sourd, donc j'aime bien sous-titrer tout ce qu'on fait. Même si on sait aujourd'hui d'ailleurs, et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on réfléchisse, c'est que mes amis sourds et sourdes ou malentendantes nous disent que le sous-titrage c'est bien, mais des fois ils préfèrent en fait écouter le podcast et en même temps lire le transcript. Oui. Tu vois, c'est pour, donc mais Mhm. voilà, donc on le retrouve partout, hein. Vous tapez le Club des Burnout et des Bienveilleurs sur Internet, il n'y a aucun souci. Vous le trouverez. Eh bien, en tout cas, je te remercie infiniment, Christophe, pour vraiment ta sincérité et puis cette vulnérabilité, ce courage, hein, parce qu'il te faut du courage pour pouvoir faire un retour sur cet épisode qui parfois peut être difficile. Et je pense que ça va inspirer aussi beaucoup de gens pour ce détachement, ce parcours que tu as fait, de savoir en parler comme ça. Euh, je trouve que voilà, cette transformation, moi je trouve qu'elle est belle et si ça peut aider, donner espoir aussi à beaucoup de gens qui traversent cette période, mais c'est euh, c'est gagné. C'est gentil, Johan. Et tu as dit un truc qui me touche, et c'est le côté transformation. Moi, je connais beaucoup de gens, genre j'ai lu beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a une vraie littérature maintenant sur le burn-out, et il y a quelqu'un qui parlait de la fameuse chrysalide, des papillons, hein. Ah oui. Et il y a vraiment beaucoup. Alors, n'hésitez pas à venir me contacter, hein, sur LinkedIn. Moi, je peux vous donner plein de conseils de lecture. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un mode où on peut avoir des troubles cognitifs au niveau avant burn-out et pendant le burn-out. Donc, on n'est pas forcément capable de tout lire. Mais il y a aussi des romans graphiques, des BD sur le burn-out qui sont faciles à lire, entre guillemets, mais qui sont très justes dans l'écrit, hein, et puis dans les faits. Essayez de pas lire un bouquin qui fait 700 pages sur burn-out quand vous êtes en burn-out. Vous ouvrirez la page, enfin la première page, et je pense que vous vous endormirez dessus. Mais voilà, soyez curieux, je pense. Eh bien, merci à toi et mais tu reviens quand tu veux dans l'émission, hein, nous parler de Avec grand tes plaisir et merci à expériences. toi surtout. Merci à toi. Tu vois, une rencontre, hein, ça s'est fait. Et ça, c'est touchant parce que ça s'est fait en écoutant un autre podcast de quelqu'un que je connais qui m'a aussi interviewé et qui a parlé de moi et tu savais pas Exactement. pendant son épisode. Et voilà, on est des êtres humains, on a besoin de ces rencontres. Et moi, j'ai juste une envie, bah, c'est de te rencontrer en vrai, dans le monde Ben réel, oui. hein. Voilà, Et moi aussi, c'est pareil. Je vais venir sur Paris. Alors, je pense que vous avez identifié que j'habite pas à Paris. Je suis en province, du côté du sud-ouest, à côté de Bayonne. Mais je viens souvent à Paris, donc je viendrai te rencontrer pour qu'on puisse tisser des liens dans le vrai, dans le concret, parce qu'on voilà, aime ça et c'est voilà. important. Et ça, c'est super important, on l'a dit, hein, c'est indispensable. On est des êtres grégaires, on a besoin des autres. Mm. Complètement. Et ça me fait penser, j'arrêterai là-dessus, j'ai écrit une chanson, parce que je compose pas mal à la guitare. Mm. Euh, Ça a été, tu vois, c'est assez rigolo parce que je me suis mis à la guitare, vraiment à la guitare, quand j'ai été diagnostiqué sourd à gauche, le monde à gauche. Donc heureusement, j'ai la prothèse, mais j'ai toujours écrit. Et je me suis mis à écrire en français depuis pas très longtemps, parce qu'avant, c'était pendant 30 ans, j'écrivais en anglais. Et je parle de tout ça. Et
Ouais, et j'ai hâte de te faire écouter certains titres parce que ça va te parler, parce que c'est autour de mes rencontres, autour de la santé mentale ou du handicap. Et elles sont toujours. Voilà, mes chansons, mes compos, c'est des rencontres en fait. Eh bien, avec grand plaisir. En plus, j'adore la musique et surtout quand elle parle au cœur. Et les paroles, c'est aussi important. Donc, eh bien, avec grand plaisir, Christophe. Et puis, je remercie à tous les auditeurs pour nous avoir écoutés. Je pense que vous êtes certainement régalés parce que ce sont des récits avant tout humains. Et vous savez, c'est ce qu'on aime dans cette émission. Je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt et à très bientôt, Christophe. À très vite, Johan. Merci beaucoup. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode, et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.